Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau JT de la CAN consacré ce soir au dernier huitième de finale de cette 34e édition. Il restait 2 places à prendre. Le Mali y retourne en quart de finale pour la première fois depuis 2013 et l'Afrique du Sud qui crée l'exploit de sortir les derniers demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Maroc, les Lions de l'Atlas qui sont à la porte. On va commencer par en parler avec vous messieurs. Bonsoir François Pinet. Bonsoir Xavier Barret. Victoire donc 2-0 de l'Afrique du Sud contre toute attente. 2 buts inscrits en deuxième période par les Bafana. Et c'est un autre favori, le Maroc, qui est à la porte ce soir, François. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu, alors pour commencer évidemment, on va commencer par quoi? Par les Marocains, par cette énorme surprise peut-être avec la déception marocaine bien légitime, même si je trouve que les Marocains ont mis du temps à poser leur jeu, tout simplement. Ils se sont réveillés une fois que l'Afrique du Sud avait ouvert le score. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps, alors certains diront tactique, c'est vrai, entre deux équipes qui ne voulaient pas se livrer. Je comprends que le Maroc ne veuille pas se livrer quand on voit la qualité offensive de cette équipe sud-africaine. Donc ils avaient très clairement identifié qu'il y avait du danger et notamment la rapidité d'exécution de ces joueurs sud-africains devant. Donc ils ne se sont pas livrés, mais du coup ils ont fait un match un petit peu insipide. Ils n'ont pas réussi à mettre du rythme, à mettre en danger ce très bon gardien Williams jusqu'à l'ouverture du score où ensuite on a eu le réveil. Il y a eu évidemment ce fait de jeu avec ce penalty d'Hakimi qui aurait pu tout relancer, qu'il rate. Mais peut-être que le Maroc va regretter de ne pas être entré plus tôt dans la partie, de ne pas avoir joué son jeu comme le Maroc était aussi privé de 2 joueurs majeurs, 2 joueurs offensifs et de leur explosivité, Boufal et Ziyech. Boufal qui était plutôt remplaçant. Ziyech, l'absence de Ziyech s'est fait ressentir. Le remplaçant Adli n'a pas été au niveau, il est trop temps, même si c'est un très très bon joueur. Et c'est vrai que Ziyech, sa patte gauche, ses qualités pour justement mettre un peu le feu dans les défenses a manqué. C'est un peu le remake de la finale de la dernière African Football League, la première édition, qui opposait les Mamelodi Sundowns au Wydad Athletic de Casablanca. Et qu'est-ce qui avait gagné? Les Mamelodi Sundowns. Alors bien sûr, si c'est l'ossature de l'équipe sud-africaine, ce n'est pas le cas pour le Maroc, dont la plupart des joueurs jouent effectivement à l'étranger, mais on retrouve un peu cette opposition de style. Et à l'arrivée, cette fois-ci, le Maroc, encore une fois, échoue. Je serais tenté de dire, le WAC avait perdu cette finale de l'African Football League contre les Mamelodi Sundowns. Et il faut admettre qu'aujourd'hui, probablement sur le continent africain, cette marque de fabrique Mamelodi Sundowns, Bafana sud-africain, c'est probablement ce qui se fait de mieux au niveau de la qualité du jeu. Après, ils ont parfois péché par naïveté parce qu'ils n'ont pas ces confrontations au très haut niveau qu'ont certains joueurs marocains, ivoiriens, sénégalais qui évoluent dans les grands clubs européens. Mais c'est une équipe qui a des automatismes. C'est une équipe qui se trouve les yeux fermés. Les yeux fermés. Déjà, tout le bloc défensif, les 6 de derrière, à savoir la ligne de 4, le gardien Ronwen Williams et le... Très bon gardien d'ailleurs, Williams. De cette CAN et le 4, Tobeo Mokoena, qui est un joueur extraordinaire joueur. Je ne sais pas s'il va encore rester longtemps en Afrique du Sud, mais c'est probablement le meilleur joueur à prendre pour un club européen aujourd'hui. Mais voilà, tout ce bloc-là, c'est des joueurs qui jouent ensemble toute l'année. Donc, quand ils se retrouvent en équipe nationale, il leur manquait quoi au Mamelodi Sundowns? Un avant-centre. Eh bien là, ils ont celui des Orlando Pirates, qui est un des 2 grands clubs rivaux de Johannesburg. Le Mamelodi Sundowns joue à Pretoria. Et donc, eh bien, ils ont su gérer cette situation. Si on regarde bien leur premier tour, on dit c'est une surprise, mais au premier tour, ils perdent contre le Mali, mais c'est longtemps indécis le match. Et il y a un pénalty raté contre le Mali. Exactement. Sito qui rate le pénalty. En tout début de match. Ils passent 4-0 à la Namibie et au 3e match, ils font jouer les remplaçants, ils finissent à 0-0. Contre la Tunisie. Donc ils ont un premier tour qui est finalement assez bien maîtrisé, alors que le Maroc avait eu cette alerte contre les Léopards du Congo, où ils avaient eu beaucoup de mal à arracher. Et pourtant, ils savaient à quoi s'attendre, les Marocains. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qu'ils avaient rencontrée lors des éliminatoires de la CAN. Et qui les avait battus. C'était seule équipe à les avoir battus depuis leur demi-finale de. Mais ils le savaient, mais d'ailleurs, ça s'est senti. Et quand je répète un petit peu ce que j'ai dit, mais ça s'est senti dans le jeu du Maroc. On sentait qu'ils craignaient véritablement cette équipe. Et je pense qu'ils n'ont pas été surpris de la qualité des joueurs sud-africains. Ils ont juste été piégés, effectivement, sur une action remarquable. Et là, c'est pour souligner ce que disait Xavier. Là, on sent la connexion des joueurs. Le premier but est superbe dans sa conception. C'est magnifique. On sent que c'est préparé, que c'est bien huilé. Et super Hugo Bross, on va dire, celui qui avait fait gagner la CAN avec le Cameroun en 2017, qui se retrouve en quart de finale avec cette équipe sud-africaine. Mais avant cette compétition, on le disait, ça peut être une équipe qui pouvait créer la surprise. Alors là, c'est une énorme surprise, évidemment, puisque les Marocains, vu sur le papier, vu les individualités, ils se devaient sans doute d'être en quart de finale.
Mais au final, quand on regarde le match, il y a une certaine logique aussi. Moi, j'en avais fait mon outsider numéro 1. Et si on regarde la dernière CAN à laquelle ils ont participé, donc ils n'y étaient pas en 2022 au Cameroun, mais ils étaient en 2019 en Égypte, et ils éliminent les Pharaons en 8e de finale, chez eux, devant leur public. Donc c'est une équipe qui, lorsqu'elle est là, bien préparée, elle est capable effectivement d'aller très loin. Donc moi, cette sélection sud-africaine, effectivement, elle avait fort à faire face au Maroc, favori de la compétition. Elle a répondu présente et c'est pas une surprise complète de les retrouver là. Et j'ai envie de vous reposer une question sur le Maroc. Est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans le même piège que les Sénégalais hier soir en refusant de jouer et de prendre le jeu à leur compte pendant quasiment une heure. Pendant toute cette première période, on a l'impression que les Marocains ne jouent pas leur jeu. Oui, mais déjà contre les Léopards du Congo, ils maîtrisaient pas la situation. Ils s'en tirent bien avec un résultat nul. Donc ce Maroc-là, comme souvent les équipes du Maghreb en Afrique subsaharienne lors des Coupes d'Afrique des Nations qui ont lieu là, eh bien ils ont du mal. Ils ont du mal. Alors, ces dernières années, on pensait que ça passerait parce que ça avait été corrigé. J'ai regardé dans mes statistiques, là, dans mes tableaux. La dernière fois qu'il y a des quarts de finale de CAN sans aucune équipe du Maghreb, eh ben, c'est en 2013. En 2013, et c'était en Afrique du Sud. Et là, effectivement, la Tunisie éliminée dès le premier tour, l'Algérie aussi, et le Maroc n'était pas qualifié. Mais il y avait à l'époque que 16 équipes. Là, sur 24... eh bien, il n'y en a aucune qui passe, ni même l'Égypte. Non, mais c'est vrai qu'après, cette équipe marocaine peut avoir des regrets, mais encore une fois, c'est compliqué, cette compétition, on le voit. D'ailleurs, on va peut-être le souligner. Rien ne se passe comme prévu. On va peut-être le souligner, mais parmi les quarts de finalistes, aucun n'était quart de finaliste lors de la dernière compétition. Ce qui est quand même complètement fou. C'est-à-dire qu'on a redistribué les cartes en 2 ans et c'est assez fou. Donc le Maroc tombe comme l'Égypte a pu tomber, comme le Sénégal est tombé également hier, parce que aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes, parce qu'aujourd'hui, quand vous devez faire le jeu, évidemment que c'est plus compliqué de devoir faire le jeu. Bien sûr, il faut trouver la faille, il faut avoir des joueurs justement exceptionnels qui peuvent mettre cette étincelle. La Ziyech, on le répète, mais n'était pas là, donc ça a manqué. Donc évidemment, il faut être capable de faire le jeu, et c'est très très compliqué. Il ne faut pas oublier que le Maroc va en demi-finale de la Coupe du Monde. Là, je ne vais pas me faire que des amis, mais je l'ai déjà dit lors de la dernière CAN, en jouant le contre. Bien sûr. Ils éliminent l'Espagne en jouant le contre, ils éliminent le Portugal en jouant le contre. Et lorsqu'ils se mettent à faire le jeu lors des derniers tours, contre l'équipe de France, ils y sont un peu obligés, puis lors du match pour la 3e place, ils perdent. Ouais. Donc il y a effectivement, je pense, on le savait avant la compétition qu'ils devaient changer un peu de style de jeu et qu'ils devaient trouver justement des solutions dans des blocs qui étaient des blocs plutôt bas et avec un statut différent. Donc c'est une évolution qui est en cours, je pense, pour le Maroc. L'Afrique du Sud, Cap-Vert, ce sera donc l'affiche des quarts de finale. Un mot sur cette affiche ? Déjà, moi je trouve que c'est sympa. C'est sympa de retrouver à la fois l'Afrique du Sud sur ce qu'elle a montré, et cette équipe du Cap-Vert, c'est une des équipes qui m'a le plus plu lors du premier tour. Un peu décevante, c'est vrai, lors de son 8e de finale contre la Mauritanie. Mais sinon, c'est une équipe où il y a beaucoup de qualité, du jeu. Honnêtement, c'est indécis. C'est très, très indécis. Je ne vais pas faire de pronostics ici, vous me le permettez, parce qu'à chaque fois qu'on fait des pronostics, on se plante. Donc je vais arrêter avec ça. Voilà, mais en tout cas, c'est un quart de finale ouvert et ça, c'est agréable. Allez, un peu plus tôt dans la journée, c'est le Mali qui a validé sa place en quart de finale aux dépens des Burkinabés. Le Mali, logiquement, en quart de finale après sa victoire 2-1, même si tout n'a pas été simple pour les Aigles aujourd'hui. Le Burkina Faso qui aura payé très cher, messieurs, ces 2 entames demi-temps. Ouais. Catastrophique, là, ce but contre son camp. Mais alors vraiment, un coup de malchance totale. Le ballon qui tape le poteau, qui revient sur Edmond Tapsoba, défenseur du Bayer Leverkusen, qui manque d'ailleurs un peu au Bayer Leverkusen. Ils vont peut-être contents de le retrouver plus tôt que prévu. Mais vraiment, le coup de pas de bol. Et du coup, ça change complètement le match, parce qu'ils sont obligés de courir après le score. Enfin, c'est une équipe du Mali qui a évolué dans sa façon de jouer. Lors de la dernière CAN, ils étaient très séduisants, mais ils ne marquaient pas. Là, maintenant, ils sont passés d'un 4-3-3 assez classique, très joueur, à un 4-4-2 avec un duo d'attaque et Doumbia, qui se trouve bien. Ouais. Et ce changement tactique mené par Eric Schell, finalement, est en train de payer. Les Aigles commencent vraiment à bien voler sur cette CAN. Ils avaient quand même quelques certitudes, effectivement, sur cette équipe du Mali. Ils étaient arrivés avec 6 matchs sans défaite. Ils continuent parce qu'ils sont toujours invaincus dans la compétition. Ils ont réussi un premier tour presque parfait. Et c'est vrai que cette équipe du Mali, moi, elle me plaît beaucoup, notamment ce milieu de terrain.
quand je vois Aïdara, qui est un joueur, un très très bon joueur, qui fait équipe avec Camara, le joueur de Monaco, qui est là pour stabiliser un petit peu ce milieu de terrain, et Doumbia, alors là c'est 20 ans, qui s'est imposé dans cette équipe depuis un an. Kamori Doumbia, c'est le joueur de Brest là, qui était resté sur un quadruplé en Ligue 1 juste avant de partir à la CAN, et qui franchement... Il a énormément de talent dans les pieds, beaucoup d'étincelles, beaucoup de choses partent de lui. Et donc moi je trouve que c'est quand même un milieu de terrain très intéressant. Avec il y a Bissouma aussi. Voilà. Yves Bissouma qui apporte Bissouma, mais qui joue moins là, ces derniers temps, effectivement, qui est moins titulaire. Avec Sinayoko qui marque. Qui est un buteur qui marque alors qu'il manque quand même des joueurs. Albilal Touré notamment, par exemple, qui est absent. Donc franchement, c'est une équipe... À mon avis, elle peut voir loin parce qu'elle a vraiment des bases. Là, elle s'est fait peur, effectivement, en fin de match face à cette équipe du Burkina Faso. C'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même une équipe qui est capable d'avoir de vraies absences dans une rencontre, des fautes de concentration. C'est vrai, mais après... C'est assez logique aussi quand on mène 2-0, quand on a la main sur le match comme il l'avait face au Burkina Faso. À un moment donné, effectivement, il y a ce but sur un penalty et c'est un coup du sort. C'est une main décollée. Effectivement, il y avait penalty. Effectivement, après, il y a le stress qui monte, bien évidemment. Il y a des jeunes encore dans cette équipe. Doumbia, il a 20 ans uniquement. Mais il y a du talent un petit peu dans toutes les lignes et je trouve qu'elle est sur la continuité vraiment d'un travail. Et d'ailleurs, Eric Schell le répète tout le temps. Le travail et l'humilité. Et moi, j'aime beaucoup ce discours. Je trouve que ça se ressent dans cette équipe, du travail et de l'humilité. Ils ont tellement raté d'occasions ces dernières années, notamment la qualification pour la dernière Coupe du Monde, où ils perdent chez eux le match aller sur un but contre son camp, et ils se font un peu voler au retour en Tunisie avec un penalty oublié par l'arbitre, alors qu'ils auraient pu revenir à égalité sur les deux matchs. C'est l'histoire qui se passe ces dernières années. Donc du coup, voilà, ils ont tellement manqué d'occasions que forcément, il y a des moments où ça doit leur trotter dans la tête, les plus anciens qui doivent épauler les plus jeunes. Donc c'est bien que le Mali arrive à s'en sortir. Il faut rappeler que la génération moins de 20 est allée en finale, ou en demi-finale contre la France. Du dernier championnat du monde, de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est un pays qui produit beaucoup de bons footballeurs. Après, il n'y a pas trop de structure pour les accueillir. Donc c'est là où est le défi pour le football malien aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont souvent aussi un complexe par rapport à d'autres équipes qui sont plus cotées sur le continent. Mais là, comme tous les favoris ont disparu, il y a peut-être un très très bon coup à jouer sur cette fin de compétition. Mali-Côte d'Ivoire, ce sera donc l'affiche des quarts de finale. C'est pas gagné pour les Ivoiriens. Match très intéressant. C'est pas gagné pour les Ivoiriens. Et pourtant, dans l'histoire, eh bien, à chaque fois, les éléphants se sont imposés face aux aigles. Ça s'est produit à 3 reprises, en poule en 2008, victoire 3-0. En demi-finale en 2012, victoire 1-0 des Ivoiriens. Et puis en 8e en 2019, victoire là aussi 1-0. Nous, on va retrouver tout de suite Cédric Ferreira qui nous attend depuis le début de l'émission. Il est à Abidjan. Cédric, on voulait un peu votre ressenti. Vous êtes sur place, votre ressenti sur ces 8e de finale. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces 8e, Cédric ? Vous venez de parler de toutes les surprises qu'il y a eu dans ce tournoi. Moi, j'ai envie de vous parler des 8e de finale qui m'ont marqué, des matchs auxquels j'ai pu assister. Il y avait eu d'abord ce Nigeria contre le Cameroun. Au-delà du score, évidemment, en faveur du Nigeria, c'est la performance de Victor Osimhen qui m'avait impressionné. Il était vraiment au bord du terrain pour assister à cette rencontre. Et on le connaît pour son talent offensif, ses buts et ses gestes de classe. Mais il y avait surtout son talent défensif qui a été impressionnant de voir cet attaquant répéter les courses défensives, mettre la défense camerounaise sous pression constamment dans cette chaleur, dans cette humidité. On évoquait le potentiel offensif du Nigeria. C'est surtout son organisation défensive qui s'est distinguée à mes yeux dans ce tournoi. Avec une telle organisation et un tel joueur de classe mondiale en attaque, je vois bien le Nigeria aller très loin dans cette compétition, surtout qu'on l'a déjà dit, il y a beaucoup de favoris qui sont tombés. Et puis il y a eu aussi cette qualification de la Guinée, le Sili national qui n'avait jamais remporté un match à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, avec ce scénario complètement fou, ce but sur la dernière action du match, voir tout le banc exploser comme un seul homme, et même ce stade de Ebimpe qui était largement en faveur des Guinéens. C'était vraiment un moment d'émotion intense. Les larmes de Kaba Diawara qui a quitté le terrain en pleurant, qui était quasiment encore en larmes en zone mixte. Et puis au-delà de tout ça, évidemment, ce que je retiens, moi, c'est la qualification des Ivoiriens. Comment ne pas retenir ça alors qu'on a pu assister ici à Abidjan et à travers le pays à ce passage d'un extrême à l'autre, où après la défaite contre la Guinée équatoriale, tout un pays était quasiment en dépression.
face à la prestation incroyablement insuffisante des Ivoiriens. Et puis, il y a eu cette qualification in extremis, ce repêchage et cette victoire contre le tenant du titre sénégalais. En un claquement de doigts, les Ivoiriens ont retrouvé le sourire, ont retrouvé leur passion du football, ont retrouvé ces mots où ils n'arrêtent pas de nous parler de cette CAN de l'hospitalité. Alors évidemment, cette CAN de l'hospitalité, elle sera totalement réussie si les Ivoiriens continuent encore plus loin dans ce tournoi. Merci Cédric. Ce qu'on retiendra également, merci pour votre ressenti sur place, mais notre ressenti à nous d'un petit peu plus loin ici depuis la France, c'est sans doute aussi ces stades pleins, cette belle ambiance dans les stades, l'arbitrage que vous avez salué à plusieurs reprises, François. Même si parfois c'est moins bien moins comme hier, oui, mais en tout cas c'est vrai que même ce soir, globalement c'est plutôt, c'est une CAN qui pour l'instant est très réussie de ce point de vue-là. Allez, on va se rafraîchir la mémoire avec l'affiche des quarts de finale qui démarreront donc ce vendredi. Vous allez découvrir le tableau ce vendredi avec le Nigeria face à l'Angola avant RDC Guinée. Voilà pour les matchs de vendredi. Et puis samedi, on en a parlé, Côte d'Ivoire Mali, match très ouvert, sans doute le match auquel on sera très très attentif ici. Et puis l'Afrique du Sud face au Cap-Vert. Voilà pour ces belles affiches. Très inattendu tout de même. Oui, il y a quand même, il fallait miser beaucoup d'argent pour gagner parce qu'il y a effectivement des rendez-vous qu'on n'attendait pas. Mais c'est le propre de ce tour de huitième de finale dans une compétition, voilà, où on a élargi le tableau. Donc maintenant, il y a de l'élimination directe dès les huitièmes de finale, plus, ouais. et ça peut piéger des grandes équipes. C'est rafraîchissant. Voilà. On va dire que c'est rafraîchissant de retrouver des équipes qu'on n'avait pas vues d'ailleurs lors de la dernière compétition, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, qui sont là et qui sont déjà en quart de finale. Et des cartes qui sont redistribuées. Et oui, la victoire, ça ne va pas toujours au même. Merci messieurs d'avoir participé à ce nouveau JT de l'ECAN qui revient sur l'antenne à partir de vendredi. Vendredi pour le début donc de ces quarts de finale de cette 34e édition. Merci à tous, bonne nuit et l'info se poursuit sur France 24.